Je passe des nuits folles avec ton associé depuis des mois. C'est libérateur de te le dire. C'est ainsi qu'elle l'a dit, avec ce sourire narquois et tordu sur le visage, et un foutu verre de vin à la main. Comme si elle en était fière. Comme si elle avait enfin débloqué une réussite dans son jeu personnel de trahison. Elle s'appelle Camille, et il fut un temps où je pensais qu'elle était tout ce que j'avais toujours désiré. Blonde, vive, ambitieuse, sexy d'une manière qui rendait les autres hommes jaloux qu'elle soit à moi. Mais ce soir-là, alors qu'elle s'adossait à sa chaise chez moi, j'ai vu qui elle était vraiment. Et ce n'était pas seulement la liaison. C'était l'excitation dans sa voix, la joie malsaine de savoir qu'elle me disait quelque chose censé me détruire. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Je l'ai simplement regardée. La robe rouge qu'elle portait, celle que je lui avais achetée à Noël dernier, ressemblait maintenant à un costume de méchante. Mes mains tremblaient sous la table, mais mon visage est resté calme, toujours froid. Elle a profité de ce silence pour continuer. « Pourquoi n'es-tu pas en colère ?» a-t-elle demandé en faisant tourner son vin dans son verre. C'est alors que je me suis penché en avant, que j'ai plongé mon regard dans le sien, et que j'ai dit, « Parce que ton amant ne sait pas que son entreprise m'appartient désormais, tout comme sa magnifique femme. » Son verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Son visage s'est figé. Et c'était exactement le moment que j'attendais. Laissez-moi vous ramener un peu en arrière. 3 semaines avant cette nuit-là, j'ai remarqué que Camille avait commencé à verrouiller son téléphone. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je veux dire, qui ne le fait pas de nos jours? Mais ensuite, elle a commencé à partir dans des retraites de yoga tous les week-ends. Toujours avec son amie Céline, revenant à chaque fois rayonnante et étrangement trop détendue. Je lui ai posé la question une fois, et elle a ri de manière un peu trop forcée. Elle a dit que je manquais de confiance en moi. Je n'ai jamais manqué de confiance en moi. Je suis Thomas Jacquard, PDG de Novatech, une entreprise que j'ai bâtie de zéro. Mais quand on partage le lit de quelqu'un pendant 5 ans, on connaît sa façon de respirer en dormant. On sait quand son rythme change. C'est un mardi après-midi que j'ai fini par découvrir quelque chose. Elle avait laissé son MacBook ouvert, par négligence. Je n'essayais même pas de fouiner. J'allais lui envoyer un fichier par AirDrop. Mais c'était là, un fil de discussion avec Maxime, mon associé, mon meilleur ami depuis 10 ans, l'homme avec qui j'avais bâti mon empire. Et les messages n'étaient pas seulement séducteurs. Ils étaient obscènes. Explicites. Elle parlait de choses qu'elle n'avait même jamais envisagé de faire avec moi. Elle l'appelait « papa ». Elle lui disait qu'elle adorait se cacher, que ça la faisait se sentir vivante. Elle disait que j'étais ennuyeux, prévisible et crédule. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais je n'ai pas explosé de rage. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait ce que font les PDG. J'ai élaboré une stratégie. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon équipe d'avocats. Il s'est avéré que Maxime avait pris quelques libertés avec certains contrats. Il s'était rendu vulnérable. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un moyen de pression, et maintenant je l'avais. J'ai dit calmement à mes avocats, je veux le contrôle total. Pendant ce temps, j'ai joué le mari parfait. J'ai embrassé Camille pour lui souhaiter bonne nuit, je l'ai laissé partir pour ses fausses escapades du week-end, j'ai même organisé des dîners. J'avais besoin de ce dîner. J'avais besoin de ce moment, du grand final. Et quand elle l'a prononcé, je passe des nuits folles avec ton associé depuis des mois, en souriant comme si elle était enfin libre, je l'ai frappée en retour avec la vérité qui a écrasé sa petite âme arrogante. Ton amant ne sait pas que son entreprise m'appartient désormais, tout comme sa magnifique femme. Ouais, je n'avais pas seulement pris l'entreprise. J'avais pris Sophie, la femme de Maxime, une vraie femme, qui soupçonnait la liaison tout comme moi. Nous avions discrètement planifié cela ensemble, en leur coupant lentement l'herbe sous le pied à tous les deux. Elle détestait la trahison encore plus que moi. Lorsque Camille a fini par retrouver ses mots, sa voix s'est brisée. Tu mens. Je me suis levé lentement. Calme, froid, moi. J'ai sorti le dossier de l'attaché-casse posé à côté de moi. Voici le nouvel accord de propriété signé, scellé et déposé. Depuis ce matin, Maxime n'a plus aucun droit. Et Sophie, eh bien, elle loge dans ma maison d'amis en ce moment même, elle a dit avoir besoin d'un peu de paix. Le visage de Camille s'est décomposé. Elle a pâli, puis est devenue toute rouge. Tu es fou. Non,
ai-je dit en boutonnant ma veste. Je ne suis juste plus ennuyeux, n'est-ce pas? Et je suis sorti de notre maison, la laissant assise à cette table avec son vin, ses mensonges et sa petite illusion de contrôle désormais brisée. Mais ce n'était que le début, car quand les hommes bafoués se soulèvent, ils ne se contentent pas de brûler les ponts. Ils achètent la foutue rivière. Je suis sorti de la maison cette nuit-là sans même me retourner. Le silence derrière moi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Je n'avais pas besoin de l'entendre pleurer, si tant est qu'elle l'ait fait. Camille était trop fière pour ça, ou trop brisée pour se rendre compte qu'elle était déjà perdue. J'ai conduit directement chez Sophie. Enfin, chez nous maintenant. Techniquement, c'était ma maison d'amis, mais elle lui avait donné des airs de couverture de magazine en l'espace d'une semaine. Des bougies allumées, du jazz doux en fond sonore, l'odeur de pain frais dans l'air. C'était le genre de foyer que Camille n'avait jamais pris la peine de créer. Sophie a ouvert la porte, vêtue d'un peignoir blanc, un verre de vin à la main. Elle a souri à la seconde où elle a vu mon visage. « Tu lui as dit ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête en desserrant ma cravate. Chaque mot. Elle ne l'a pas vu venir. Sophie a laissé échapper un doux soupir de satisfaction. Bien. Cette garce menteuse le méritait. Je me suis assis sur le canapé et, pendant quelques secondes, je me suis permis de souffler. La pression, la planification, le secret, tout cela avait pesé lourd jusqu'à cet instant. Mais Sophie, elle, savait exactement comment garder son calme. Après tout, elle aussi vivait avec la trahison. Maxime la trompait depuis plus d'1 an. Elle a commencé à s'en douter quand il rentrait tard le soir, fraîchement douché. Cet homme ne faisait jamais d'exercice, mais soudain, il y avait un sac de sport dans le coffre. Puis sont venues les dépenses inexpliquées, les week-ends de séminaire pour investisseurs qui n'apparaissaient jamais sur l'agenda. Elle l'a suivi une fois, a pris des photos, et m'a tout montré. Je ne savais pas que c'était avec ma femme, avais-je dit lorsqu'elle m'avait apporté les photos. Je ne savais pas que c'était avec le meilleur ami de mon mari, avait-elle répondu. Et c'est là que tout a commencé. 2 conjoints trahis, unis par la douleur, complotant leur vengeance, non par rage, mais avec précision. Nous avons passé des semaines à rassembler des preuves. Email, messages, réservation de vol. Puis, nous l'avons frappé là où ça fait mal. Maxime ne m'a pas cédé le contrôle de son plein gré. Il pensait que nous préparions une fusion. Il a signé les documents en croyant qu'il deviendrait le PDG d'un empire étendu. Je m'étais assuré d'y glisser un peu de jargon juridique qu'il ne comprendrait jamais. Et son esprit était trop distrait par le parfum de Camille pour se concentrer. Le temps qu'il s'en rende compte, tout lui avait échappé. Compte bancaire gelé, client clé parti, personnel démissionnaire, son bureau verrouillé. J'avais tout orchestré à leur près. La cerise sur le gâteau, je lui ai envoyé une bouteille du vin que lui et Camille avaient l'habitude de boire. Un merlot de 2008 accompagné d'un mot qui disait « Tu l'as fait crier ». Je l'ai fait pleurer. Maintenant, je possède tout ce qui t'a jamais fait te sentir comme un homme. C'était 2 jours avant le dîner. Et Camille, elle n'avait toujours aucune idée de l'ampleur de la situation. Pas seulement la perte de l'entreprise, pas seulement la trahison, mais à quel point son secret allait être très publiquement exposé. Parce que je n'avais pas l'intention de garder cela sous silence. Voyez-vous, l'infidélité détruit bien plus que la confiance. Elle empoisonne votre perception de la réalité. Elle vous fait douter de chaque sourire, de chaque compliment, de chaque baiser. J'avais embrassé Camille le matin même où elle était rentrée après avoir couché avec Maxime dans une chambre d'hôtel. Elle m'avait dit qu'elle m'aimait avec cette même bouche. Et je l'avais cru. C'est cette partie-là qui vous marque à jamais. Mais maintenant, j'avais retrouvé mon pouvoir. Et cette fois, je n'allais pas me taire. Demain, nous partirions en guerre, car Camille était sur le point de découvrir la 2e phase de mon plan. Elle n'allait pas seulement perdre son mariage. Elle allait perdre tout ce qui, selon elle, la rendait intouchable. Le lendemain matin a commencé calmement. Trop calmement. J'étais dans mon bureau, sirotant un café, quand Camille a fait irruption comme une tornade en talons. Elle n'a pas frappé, a simplement ouvert la porte à la volée et s'est tenue là, bouillonnante. Ses cheveux étaient en bataille, son maquillage coulé, ses yeux rouges au non pas d'avoir pleuré, mais de rage. « Tu te crois malin, n'est-ce pas ?» a-t-elle sifflé. J'ai levé les yeux calmement, j'ai posé le café et je me suis adossé à mon fauteuil.
Je sais que je le suis, ai-je dit. Elle s'est approchée à grands pas et a claqué ses deux mains sur mon bureau. Tu m'as humilié. Sais-tu ce que j'ai ressenti en rentrant à la maison et en réalisant qu'il ne me restait plus rien? Mes cartes bancaires bloquées. Mon téléphone coupé. La voiture? Tu as pris ma foutue voiture. Ma voiture, les jeux corrigés. Et tes cartes étaient sur mon compte. Ton téléphone était sur mon forfait. Tu n'as rien perdu, Camille. Tu n'as jamais rien eu. Ses narines se sont dilatées et j'ai pu voir la panique monter sous la surface de sa fureur. Que as-tu fait à Maxime? A-t-elle demandé, la voix désormais tremblante. Il ne répond pas à mes appels. Je me suis levé lentement, j'ai contourné le bureau et je me suis penché assez près pour qu'elle puisse sentir mon calme absolu. Il est probablement trop occupé à faire ses cartons. La DRH l'a escorté hors du bâtiment ce matin. Son bureau est en train d'être vidé. Elle a ri amèrement. Tu bluffes. C'est de la folie. Je vais te traîner en justice. Pour quel motif? J'ai haussé un sourcil. Pour avoir été une manipulatrice infidèle qui pensait que baiser avec l'associé de son mari se terminerait bien. Puis j'ai sorti le dossier. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient des photos, des captures d'écran, des reçus d'hôtel, et même des images de vidéosurveillance. Tout ce qu'elle pensait être son petit secret sordide, imprimé et documenté, soigneusement rangé par ordre chronologique. Son visage s'est vidé de ses couleurs. J'ai fait en sorte qu'une sécurité privée te suive après ce week-end à Saint-Tropez, ai-je dit en lui tendant le dossier. Il s'avère que tu n'es pas très doué pour brouiller les pistes. Elle l'a ouvert, feuilletant chaque page avec des mains tremblantes. Elle s'est arrêtée sur une photo, la main de Maxime sur sa cuisse à l'arrière d'une berline, son alliance clairement visible. Tu as tout documenté, a-t-elle chuchoté. Évidemment. Tu as brisé nos vœux, Camille. J'ai brisé ton monde. Je m'attendais à ce qu'elle crie, pleure, ou même s'effondre. Mais Camille n'était pas faite comme ça. Elle n'avait aucune honte. Elle n'avait que de l'ego. Tu crois que ça te rend meilleur que moi, a-t-elle dit en se redressant. Tu crois que tout ça fait de toi un homme. Non, ai-je répondu. Mais ça me rend libre. Libre de faire semblant. Libre d'aimer quelqu'un qui mentait chaque fois qu'elle me regardait dans les yeux. Elle a de nouveau ri, de façon plus stridente cette fois, plus instable. Eh bien, tu sais quoi, a-t-elle craché. Il n'y a pas eu que Maxime. Il y en a eu d'autres, des barman, des clients, cet entraîneur personnel que tu m'as engagé l'été dernier. Ouais, lui aussi. Elle m'a jeté cette phrase comme une grenade. Mais je n'ai pas bronché, car je le savais déjà. Sophie me l'avait dit il y a des semaines. Elle avait épié les habitudes de dépenses de Camille et trouvé des frais étranges dans des hôtels aux quatre coins de la ville. Quelques appels ont confirmé ce que je soupçonnais. Maxime n'était pas le seul. Il était juste le plus pratique. La trahison de Camille n'était pas un accident. C'était un schéma, une facette de sa personnalité. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle aimait mon style de vie, mon statut, l'illusion. J'ai hoché la tête lentement. Merci, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Pourquoi? Pour m'avoir rappelé que tu ne valais pas la peine d'en souffrir. J'ai ouvert la porte. Elle est restée là un instant de plus, puis est sortie en trombe, ses talons claquant comme des coups de feu sur le sol en marbre. C'est la dernière fois qu'elle a mis les pieds dans mon bureau. Mais ce ne serait pas la dernière fois que j'entendrais parler d'elle, car ce soir-là, elle a commis un acte imprudent. Et soudainement, je n'avais plus affaire seulement à une menteuse. J'avais affaire à quelqu'un de dangereux. J'aurais dû me douter que Camille ne se laisserait pas abattre en silence. À la tombée de la nuit, j'étais de retour à la maison d'amis, me détendant avec un verre de whisky. Sophie était à l'étage, sans doute en train de lire. Elle gardait les choses calmes, élégantes. Même à cet instant, je venais tout juste de commencer à me détendre quand mon téléphone a vibré. C'était une notification du système de sécurité de ma maison principale. Mouvement détecté. 22h42. J'ai ouvert l'application et j'ai regardé les images. Camille, dans un sweat à capuche noire. Elle faisait les 100 pas à l'extérieur, comme une folle furieuse, près du garage. Puis, elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Et c'est là que j'ai compris. Elle était en train d'inventer une histoire. Effectivement,
quelques minutes plus tard, une vidéo est apparue dans sa story Instagram. Juste des images tremblantes de notre allée et une légende dramatique, je lui ai tout donné. Il m'a jeté. Voilà à quoi ressemble la violence quand on n'a pas de bleu. Je me suis figé. L'audace était stupéfiante. Puis sont arrivés les SMS. D'abord de Grégoire, mon avocat. Elle vient de publier quelque chose sur toi. Tu dois réagir immédiatement. Ensuite, de mon assistante, Laure. Thomas. Elle tague des médias. Elle te qualifie de manipulateur émotionnel et de tyrannique. Ça pourrait faire le buzz. Je me suis assis sur le canapé. La lueur de l'écran clignotait sur mon visage comme un voyant d'alarme. Et pourtant, pas de panique, pas de rage, juste une profonde respiration contrôlée. Elle essayait de m'entraîner dans sa chute, mais j'avais bâti des murs inifugés. J'ai appelé Grégoire. Laisse-la parler, ai-je dit. Tu es sûr? Oui. Prépare juste la mise en demeure pour demain matin. Laisse-la creuser sa tombe un peu plus ce soir. Parce que voici la vérité, Camille n'était qu'impulsion, sans aucune prévoyance. Elle pensait que me calomnier en ligne lui vaudrait de la compassion. Elle ignorait que j'avais déjà mis au courant les relations publiques, les ressources humaines et nos équipes juridiques. Chaque fois qu'elle essaierait de fabriquer une accusation, on lui opposerait des horodatages, des preuves et des témoins. Je m'y préparais depuis des semaines. La guerre ne commence pas lorsque le premier coup de feu est tiré. Elle commence lorsque la première stratégie est élaborée. Pourtant, je n'ai pas pu trouver le sommeil cette nuit-là. Non pas par peur, mais parce que j'ai réalisé jusqu'où elle était prête à aller pour protéger son image. Pas son mariage, pas sa dignité, juste sa réputation, son nombre d'abonnés. Sophie est descendue vers minuit et s'est assise à côté de moi. Elle perd pied, a-t-elle dit doucement en me regardant. Je sais. Tu regrettes quelque chose? J'ai fait une pause, j'y ai réfléchi. Je regrette de ne pas l'avoir cerné plus tôt. Sophie a hoché la tête. Puis, elle a fait une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Elle m'a pris la main. Tu n'es pas seul là-dedans, a-t-elle dit. Et c'est là que j'ai compris. Pendant tout ce temps, je croyais agir seul, exécutant ma vengeance tel un cerveau froid et calculateur. Mais ce n'était pas le cas. Sophie avait toujours été là, forte, concentrée, avec ses propres cicatrices. Nous étions tous les deux des survivants de la même tempête. Et maintenant, la femme qui m'avait trahi essayait de déclencher un incendie. Mais je n'étais pas seulement prêt à y faire face. Je tenais l'extincteur d'une main, et ses secrets de l'autre. Parce que le lendemain, j'allais révéler quelque chose que Camille n'avait jamais vu venir. Elle voulait du drame? Très bien. J'allais lui offrir un grand titre de l'actualité, un titre qu'elle ne pourrait jamais effacer. Le lendemain matin, Camille s'est réveillée en pleine tempête, une tempête qu'elle ne maîtrisait pas. Elle pensait imposer son discours, se dépeindre comme la femme au cœur brisé, abandonnée par son mari froid et puissant. Mais en se connectant pour voir comment sa publication devenait virale, elle a découvert tout autre chose. J'avais mis en ligne une vidéo de 2 minutes à peine, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. La vidéo commençait par le rire de Camille. Son rire, ce rire pervers et arrogant, tiré d'un des nombreux enregistrements privés que j'avais capturés grâce à la vidéosurveillance de la maison, qu'elle avait oubliée depuis longtemps. En fond sonore, sa voix résonnait. Honnêtement, je jongle entre Maxime et 2 autres. Thomas n'en a aucune idée. Je pourrais lui mentir en dormant. Puis, coupure sur ces mots, clair comme de l'eau de roche, se vantant auprès de quelqu'un au téléphone. Je ne suis pas amoureuse de Thomas. Je suis amoureuse du style de vie, du yacht, de la carte noire, de l'attention. Thomas, c'est juste le pigeon qui paie pour tout ça. Pas de commentaires, pas de musique, pas de montage sophistiqué, juste Camille exposant sa propre nature. En moins de 30 minutes, la vidéo cumulait plus de 100 000 vues. Les commentaires ont explosé. Des femmes comme des hommes la traînaient dans la boue, la qualifiant de narcissique, de manipulatrice, de honte. Même les blogs à potins s'en sont emparés. La femme d'un PDG se démasque elle-même dans un enregistrement audio ayant fuité, disait un titre. Elle m'a appelé 6 fois ce matin-là. Je n'ai pas répondu. Puis elle m'a envoyé un SMS, « Thomas, tu me détruis. Retire ça. » Moi? C'est toi qui as commencé cette guerre, tu te souviens?
Elle n'avait aucune idée que, légalement, j'étais inattaquable. Notre contrat de mariage me donnait un pouvoir discrétionnaire total sur la protection médiatique en cas de litige public. Ironiquement, elle l'avait signé en pensant que je serais celui qui ferait une bêtise. Au lieu de cela, elle m'avait donné toutes les armes dont j'avais besoin. Elle a posté une nouvelle vidéo, essayant cette fois de pleurer devant la caméra, mais personne n'y a cru. Trop tard, trop faux. Puis Maxime s'en est mêlé. Et oui, ce clown a fini par pointer le bout de son nez. Il a publié de longues excuses interminables sur son profil professionnel, annonçant qu'il se retirait de l'entreprise, prétextant avoir besoin de temps pour guérir. Mais il n'a pas mentionné Camille une seule fois, car Sophie avait déjà demandé le divorce et pris la moitié de ses biens. Et moi, je m'étais assuré que l'autre moitié n'était plus que de la poussière juridique, rien de tangible à saisir. Ce jour-là, je suis entré au bureau sous une ovation debout. Le personnel avait vu le drame se dérouler en ligne. Il connaissait Camille. Il détestait Camille. Elle les avait traités comme des moins que rien pendant des années, étalant mon argent et donnant des ordres comme si elle dirigeait la boîte. Maintenant, il voyait le roi reprendre son trône. Mais sous la victoire, j'ai ressenti autre chose. Pas de la joie, pas du triomphe, juste de la tranquillité. Le genre de tranquillité que l'on ressent après une longue et brutale tempête. Votre maison tient toujours debout, mais tout ce qui l'entoure semble différent. Le monde paraît plus silencieux, plus froid. Sophie a appelé vers l'heure du déjeuner. Elle vient d'essayer d'entrer dans mon immeuble, a-t-elle dit calmement. Tu as appelé la sécurité? Ils l'ont déjà refoulé. Je pensais juste que tu voudrais le savoir. Bien sûr, Camille irait chercher Sophie. Elle voudrait crier, accuser, peut-être supplier. Mais la vérité, c'était qu'elle avait coupé les ponts. Et maintenant, elle se retrouvait toute seule sur une île. J'ai raccroché et je suis resté assis en silence pendant un moment, car c'est là que j'ai vraiment commencé à réaliser. La guerre était presque terminée. Mais les dommages, eux, resteraient en nous pour toujours. 2 jours ont passé. 2 jours très calmes, étranges, aucun appel téléphonique, aucun nouveau drame. Camille faisait silence radio. Une part de moi voulait croire que c'était fini. Qu'elle avait enfin compris qu'elle ne pouvait pas gagner. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise sur Camille, c'est que le silence n'est pas une capitulation. C'est le bruit qu'elle fait lorsqu'elle prépare quelque chose de pire. J'avais raison. Le 3e matin, j'ai ouvert ma porte d'entrée et j'ai trouvé une boîte sur le perron. Pas de nom, pas d'adresse d'expéditeur, juste une boîte blanche nouée avec un ruban noir. Je l'ai fixée pendant une longue seconde. Mon instinct me hurlait de m'en méfier. J'ai appelé la sécurité, je la leur ai fait scanner, vérifier s'il y avait un traceur ou des appareils cachés. Rien. Elle était sans danger. Mais qu'y avait-il à l'intérieur? Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur, une clé USB et un mot manuscrit, si tu veux savoir comment est vraiment ta précieuse Sophie, appuie sur lecture. Je suis resté là, les doigts se resserrant autour de la clé USB comme s'il s'agissait d'une détente d'arme à feu. Je ne voulais pas croire que Camille puisse entraîner Sophie là-dedans. Mais en même temps, si Camille avait quoi que ce soit de compromettant, ne serait-ce qu'une once, elle s'en servirait. J'ai branché la clé sur mon ordinateur portable. Il n'y avait qu'un seul fichier. J'ai cliqué. Cela commençait avec Sophie en pleine conversation téléphonique. Sa voix était basse, presque un murmure. Oui, je reste près de lui. Bien sûr, il est vulnérable en ce moment. J'obtiendrai ce qu'il me faut. Puis, le silence. Puis sa voix, à nouveau. Une fois que tout cela sera terminé, l'entreprise sera à moi, tout comme la maison de plage. L'écran est devenu noir. Je suis resté assis, figé. Aucun contexte, aucune date, juste ces mots accablants. Mon esprit s'est emballé. Était-ce un faux, une manipulation, ou la réalité? Je ne voulais pas y croire. Mais Camille était intelligente. Tordue, mais intelligente. Elle savait exactement ce qu'il fallait attaquer. La confiance. La seule chose que je pensais encore avoir avec Sophie. Et maintenant, je ne savais même plus ce qui était réel. J'ai appelé Sophie. Aucune réponse. Je lui ai envoyé un message. Besoin de te parler d'urgence. Elle a répondu 5 minutes plus tard. Passe me voir.
J'ai conduit jusqu'à la maison d'amis avec la boule au ventre. Le même sentiment que j'avais eu quand j'avais tout découvert pour Camille. Cette sensation de torsion froide et aiguë qui vous indique que vous êtes sur le point de perdre quelque chose à nouveau. Sophie a ouvert la porte comme si de rien n'était. « Salut », a-t-elle dit en s'écartant. « Ça va ?» Je suis entré sans dire un mot, j'ai sorti la clé USB et je la lui ai tendue. Elle l'a fixée, puis m'a regardé. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Regarde, c'est tout. » J'ai attendu pendant qu'elle la branchait. J'ai observé son visage pendant que sa propre voix résonnait. Elle n'a pas cligné des yeux. N'a pas tressailli. Quand ce fut fini, elle est restée là, tenant le bureau des deux mains. « Ce n'est pas réel », a-t-elle dit doucement. « Thomas, ce n'est pas réel. »« Alors, explique-le-moi. » Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés, désespérée. C'est tiré d'une conversation que j'ai eue avec mon avocat. Je me défoulais. J'étais en colère. J'étais sarcastique. Il m'a dit, si je jouais bien le coup, j'aurais peut-être la maison. J'ai ri et j'ai dit cela, c'était du sarcasme. Tu dois me croire. Je l'ai regardé, essayant de lire entre sa panique et sa douleur. Était-ce la vérité ou juste une nouvelle couche de trahison? Je ne sais plus quoi croire, ai-je admis. Elle s'est approchée. Je ne suis pas Camille, a-t-elle dit. Et je ne le serai jamais. Mais si tu ne peux pas me faire confiance maintenant, alors peut-être qu'elle a gagné après tout. Cela m'a frappé de plein fouet, car elle avait raison. C'était là le but ultime de Camille. Non pas de me reconquérir, ni de sauver la face, mais de ruiner tout ce qu'il restait de bon dans ma vie. De me rendre craintif à l'idée de faire à nouveau confiance. De me rendre amer, solitaire et empoisonné par la paranoïa. J'ai reculé, ayant besoin d'espace, besoin d'air. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Sophie a hoché la tête, retenant ses larmes. Prends tout le temps qu'il te faut, mais ne la laisse pas te transformer en quelqu'un que tu n'es pas. Je suis parti, j'ai conduit sans but pendant des heures, car même après toutes ces victoires,